Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, la fermeture programmée des collèges de Kérichen à Brest et de Comana. La polémique sur le déplacement de l'école de Plobanalec, loin d'être terminée. Le tribunal de Quimper qui passe au numérique et la Méhari qui passe à l'électrique. Et puis aujourd'hui, notre invitée est Audrey Poulevard. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous venez nous présenter votre dernier livre, Libre et Insoumis, dans lequel vous évoquez une vingtaine de personnalités masculines qui vous ont influencé depuis votre jeunesse. On en parle dans un instant. Et puis le vendredi, 2 rendez-vous incontournables, la brève de trottoir de Stéphane Leroy et l'Instant Môme avec Aline Baudry. Bonjour Aline. Bonjour Pauline. On vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce vendredi 29 janvier. Les agriculteurs relâchent la pression dans le Finistère ce vendredi. Vers midi, un rassemblement a eu lieu sur le rond-point de Carvidano à Quimperlé. Une action symbolique qui a duré 2 heures et n'a pas bloqué la circulation. Et puis du côté de Carré, dans l'après-midi, un barrage filtrant a été mis en place sur la RN 164. Pas de gros ralentissement signalé, mais plus d'une quinzaine de camions frigorifiques ont été fouillés. Les agriculteurs devaient quitter les lieux à la tombée de la nuit. En raison d'effectifs insuffisants, les collèges de Kérichen et de Comana fermeront leurs portes en septembre 2016 pour le premier et à la rentrée 2017 pour le second. Le conseil départemental du Finistère a pris sa décision ce vendredi. Explication avec Camille Pochet. Le conseil départemental a tranché. Les collèges de Kérichen et de Comana fermeront. À l'issue de la séance, c'est la déception pour les enseignants et les parents d'élèves venus assister au débat. Nous sommes déçus. On n'a pas pu s'empêcher d'espérer que le bon sens l'emporterait jusqu'au bout. D'autant que nos arguments étaient tous étayés. Tous nos chiffres sont vérifiables. Et donc on s'est imaginé sans doute un peu naïvement qu'il y avait encore de la place pour le bon sens. Manifestement, ça n'est pas le cas. En début de séance plénière, il délivrait un message aux élus pour demander le maintien des collèges. Si Kérichen doit fermer à la rentrée prochaine, le collège de Comana ne fermera qu'en septembre 2017. Les familles vont déménager, les familles vont quitter Comana et vont aller sur notre secteur. Et nous ne pourrons plus revenir sur notre attractivité. Ils vont aller sur les communes voisines, sur les villes voisines. Et donc c'est une métropolisation vers laquelle nous allons. Le vote est mené à bulletin secret à la demande des délégations de soutien au collège et de certains élus. Si pour fermer Kérichen, le oui l'emporte à 29 voix pour et 25 voix contre, concernant Comana, le résultat est sans appel. 51 élus se prononcent en faveur de la fermeture et seuls 3 sont contre. Je crois qu'à Kérichen, je pense qu'il appartient aujourd'hui à tout le monde de se remobiliser pour construire une offre, renforcer une offre, enfin, je veux dire, avec les établissements existants pour que tous les enfants qui sont aujourd'hui scolarisés à Kérichen puissent être scolarisés dans de bonnes conditions dans les autres établissements brestois. Et donc il faut qu'aujourd'hui se remobiliser, mais ce qu'ils ont commencé à faire à Comana sur la construction d'un projet collectif pour soutenir ce territoire. Mais le maintien du collège ne doit pas être un préalable. Ce vendredi, au collège Kérichen, une opération collège mort était menée et seuls 10 élèves ont pris le chemin des salles de cours. Retour aux urnes pour les habitants de Plobanalec-Lesconil. 2 ans après les dernières élections, la polémique autour de l'école Fleming a déchiré l'équipe municipale. Au vu du nombre de démissions au sein du conseil, 2 nouvelles élections ont lieu ce dimanche. Camille Pochet. Entre réunions publiques et tractages, les nouveaux candidats à la mairie de Plobanalec-Lesconil font campagne. On a de beaux projets pour notre commune. Notre liste, elle s'appelle Vivre ensemble. S'ils travaillaient côte à côte en tant qu'élus, Guylaine Calvez et Bruno Julien se font désormais face. Le sort de l'école de Lesconil a tant divisé l'équipe municipale que les élus ont démissionné en masse en novembre dernier. Il faut donc voter à nouveau. Au centre de la campagne, l'avenir de l'école. Il y a toujours une école publique dans une ville et dans l'autre aussi, dans l'autre bourg, quoi, si vous voulez. Quoi. Donc je pense qu'il faut la garder. Quoi. Derrière Bruno Julien, ancien premier adjoint au maire, une équipe sans étiquette politique où d'anciens élus de la majorité et de l'opposition côtoient quelques membres du collectif Fleming. Son credo, représenter le changement et la démocratie. Notre position pour l'école, donc elle est assez claire pour nous, c'est le maintien de l'école à Lesconil. Mais au-delà de ça, je voudrais préciser que c'est aussi une conception un peu globale et c'est ça qui nous différencie
de nos adversaires. On ne veut pas la fatalité d'une partie au bord de mer qui n'est plus accessible aux jeunes avec des valeurs foncières trop élevées, et d'un autre côté un deuxième pôle, Plobanalec, qui est le lieu d'accueil des jeunes. La liste menée par Guylaine Calvez, deuxième adjointe au maire, se dit dans la continuité par rapport au mandat de l'actuel maire. Concernant l'école Fleming, elle prévoit une concertation. Nous allons, si nous sommes élus, mettre en place un groupe de travail qui va réfléchir, qui va remettre le dossier de l'école à plat et qui va réfléchir à la meilleure solution pour l'école publique de notre commune, à savoir une implantation à l'Esconil ou une implantation à Plobanalec. Nous n'allons pas décider en tant qu'élus pour la population, nous allons faire une réflexion approfondie sur le sujet. Le collectif Fleming lutte toujours pour le maintien de l'école publique à l'Esconil, mais il ne soutient aucun candidat. Les habitants de Plobanalec-l'Esconil trancheront ce dimanche. La justice, c'est une vieille institution, mais elle se met à la page numérique. Depuis 2 ans déjà, le tribunal de Quimper numérise ses dossiers. Une méthode qui devrait améliorer la chaîne judiciaire. Les explications de Julie Sicot. Fini les épais dossiers sur les bureaux des tribunaux. Aujourd'hui, pour cette audience correctionnelle en collégial à Quimper, la présidente a préparé ses dossiers grâce à son ordinateur. Une nouveauté depuis quelques mois. Il y a une facilité d'accès au dossier plutôt que de consulter comme ça des pages et d'essayer de retrouver dans un dossier volumineux le procès-verbal qui est utile. À terme, je compte bien que cela facilite et accélère le processus de traitement des dossiers. Et donc ça simplifie notre fonctionnement interne. Cette pratique au sein de la salle d'audience n'est que la partie visible d'un plus vaste projet, la dématérialisation des dossiers. Depuis 2 ans à Quimper, on numérise les affaires, des tonnes de feuilles à passer dans cette machine. Ce qui est assez long, c'est la préparation de tout ce qui est recto verso, dégrafage et tout ça. Mais une fois que le dossier est bien préparé, c'est très facile de numériser. En moyenne, moi, je dois faire entre 5 et 10 dossiers dans une journée. Avant, il fallait photocopier ces dossiers. Et c'est près de 100 000 feuilles que le tribunal utilisait chaque mois. À terme, des économies sans doute, mais aussi un gain de temps, de place et une manière plus pratique de gérer ces pages, comme l'a constaté le juge des libertés et de la détention, qui doit traiter pour le mois d'avril cette pile de documents. Nous travaillons sur la version numérisée. De cette façon, eh bien, le travail est beaucoup plus simple puisque ça évite les déplacements inutiles, puisque mon bureau est au dernier étage. Il n'y a pas d'ascenseur au niveau du tribunal. Au-delà de ces déplacements qui sont évités, ces dossiers sont également à la disposition du juge d'instruction. Mais lorsque vous avez un débat contradictoire, le procureur de la République devra également voir ce dossier. Et de la même manière, ce dossier lui sera transmis de manière numérique. Et de fait, on n'aura pas besoin de se battre pour pouvoir avoir accès au dossier. En fait. Certains magistrats n'ont pas encore pris le pli. Impossible pour eux encore de faire sans papier. De l'autre côté du tribunal, les avocats eux aussi ont dû changer leurs habitudes. Ils reçoivent maintenant un CD-ROM où sont gravés les dossiers. Ils ne se contentent pas d'une numérisation du dossier sans classement. Hein, c'est-à-dire que ils font une numérisation, mais j'ai envie de dire une numérisation intelligente. Je vais avoir une cote pour le casier judiciaire, une cote pour la convocation, une cote pour l'audition du prévenu. Et donc, du coup, moi, quand je vais faire mes recherches, quand je vais examiner le dossier, ça sera vraiment très facile d'aller voir ce que j'ai besoin de regarder. Plus d'une centaine de dossiers ont d'ores et déjà été numérisés. La modernité est en marche au tribunal de Quimper. Et en ce mois de janvier 2016, c'est le début de l'aventure électrique pour l'usine PSA de la Jeannet à Chartres de Bretagne en Ille-et-Vilaine. En effet, la fabrication commence pour le véhicule électrique Imeari, construit en collaboration avec le groupe Bolloré. Visite d'atelier avec Philippe Berthoud de TVR 35. Sur 5000 m² au cœur de la Jeannet, voici le nouvel atelier de fabrication de la Imeari. La nouvelle Citroën électrique est actuellement produite au rythme de 2 par jour, bientôt 10 au mois d'avril. Et sur la ligne, aucun robot, que de l'humain. Aujourd'hui, nous confectionnons nos propres sièges. On part d'une armature, on monte la mousse et ensuite on vient coiffer donc, la housse en tissu. Alors que sur une ligne grande cadence, ce sont des ensembles qui arrivent directement donc, de chez nos sous-traitants. Imeari, c'est un petit cabriolet de 3,81 m, vitesse de pointe 110 km/h. Elle est équipée de la fameuse batterie Bolloré, lithium métal polymère, fabriquée à Quimper, 300 kg pour une puissance de 30 kWh. Ce qui est une valeur très élevée dans le marché et ce qui lui donne une excellente autonomie. On a 200 km en cycle urbain. C'est aussi une batterie qui se caractérise
par la sécurité qu'elle propose grâce à ses constituants secs, c'est une batterie sèche, et par l'endurance qu'elle propose. Il faut savoir que c'est une batterie utilisée également sur les véhicules d'Autolib qui ont parcouru 120 millions de kilomètres sans perte d'autonomie et sans incident. Cette e-Méhari est donc la version électrique de la Méhari, sortie en 1968, et il y a quelques points communs. Comme effectivement la possibilité de pouvoir la nettoyer au jet d'eau avec effectivement l'eau qui puisse ressortir par un bouchon, comme on dit, pour pouvoir nettoyer l'intérieur de cette voiture. Ainsi, Citroën parie sur l'électrique, un marché de niche prometteur, mais qui ne représentait l'an passé que 100 000 des 15 millions de véhicules vendus en Europe. Et enfin, ces photos insolites de Johan Moulin, un jeune pâtissier quimpérois qui a voulu dédramatiser les face-à-face tendus des derniers jours entre agriculteurs et forces de l'ordre. Il a donc mis en scène des Playmobil policiers, paysans et journalistes au cœur de l'action. Sa démarche rencontre un grand succès sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs le découvrir sur son profil Facebook Playmo le Français ou sur son compte Instagram Playmobil Photographie. Voilà, allez tout de suite place à notre invitée Audrey Poulevard. Audrey Poulevard, donc après avoir consacré un livre aux femmes qui vous ont marqué, influencé, ça s'appelait Libre comme elle, vous publiez aujourd'hui Libre et Insoumis, dans lequel vous parlez de 18 personnalités masculines qui vous ont influencé, guidé, marqué au cours de votre vie. Absolument. Plus que 18 portraits, on a l'impression que c'est 18 déclarations d'amour. C'est un peu ça, parce que je dis souvent que ce sont les hommes de ma vie, entre guillemets, ce sont ceux qui, quand j'étais enfant, fin d'enfance, adolescente et début de vie de femme, ceux qui m'ont inspiré, aidé à construire un peu ma pensée, comme les femmes de Libre comme elle. Et ce livre, c'était une occasion pour moi de les remercier, entre guillemets. L'idée, c'est un peu comme Libre comme elle, que si les gens qui lisent le livre ont envie de redécouvrir ou de découvrir les œuvres de ceux dont je parle, le pari sera gagné, parce que l'envie, c'était de rappeler le legs qu'il nous laisse, et puis et le fait que ce soit important que ce legs soit vivace, que nous continuions à le faire vivre, à réfléchir, à nous nourrir de leurs pensées et à construire le monde de demain. Ce qu'il disait hier, certains sont encore en vie dans le livre, mais la plupart sont des disparus. Ce qu'il disait hier est valable encore aujourd'hui dans le monde très troublé dans lequel nous vivons. Ça va dans tous les domaines. On voit par exemple Philippe Petit qui est funambule à Balzac. Alors justement, Balzac, à quel moment est venue votre fascination, votre amour pour Balzac? À 10 ans, on m'a offert un double volume du Père Goriot et de la peau de chagrin. Et à 10 ans, donc c'est quand même temps pour aimer mais je lisais beaucoup en fait. J'ai dévoré, j'ai adoré, je suis tombée dans Balzac à ce moment-là et je n'en suis toujours pas sortie d'ailleurs parce que je n'ai pas encore tout lu et en plus il m'arrive de relire certains livres de la comédie humaine. Je crois que le lien entre tous ces hommes effectivement qui sont des portraits très éclectiques, c'est que ce sont tous des poètes. Ce sont tous des libres et insoumis, libres parce qu'ils ont toujours voulu forger leur destin, le prendre en main, le forger, décider de leur destin et non laisser les autres décider pour eux. Insoumis parce qu'en plus de parce que la liberté d'être soi, c'est un combat qui est assez individuel finalement. Et en plus de mener ce combat de façon individuelle, ils l'ont mis au service de tous parce que, et c'est pour ça que je parle d'insoumission, non seulement ils interrogeaient leur époque, et donc, ils construisaient leur destin en résonance ou en opposition à cette époque, mais en plus, ils construisaient celle d'après. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de legs. Donc, ils nous laissent quelque chose, ils nous laissent une trace, ils nous laissent une pensée, ils nous laissent une façon de voir le monde qui est donc le signe de leur insoumission. Et le fil conducteur, c'est la poésie. Ce sont tous, que ce soit des chanteurs, des poètes reconnus comme tels, des écrivains ou des peintres, ou Philippe Petit, qui est, pour moi, tout ce qu'il fait est poésie. Ce sont des gens qui recherchent
cherchaient dans chaque instant de leur vie, qui avaient la quête de la beauté, de l'absolu, de l'élévation. Vous parlez beaucoup de legs. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, tous vos modèles, ce sont vos modèles, ont trouvé leurs successeurs, qui sont aujourd'hui les hommes libres et insoumis, qui sont là, les jeunes hommes d'aujourd'hui? Alors, il y en a forcément. Il y en a assez par rapport à avant, déjà, Audrey Pulvar? Non, je pense qu'il n'y en a pas assez. Bon. Dans le livre, il y a des hommes qui sont encore en vie. Je pense à Salman Rushdie, par exemple, ou à Patrick Chamoiseau, ou à Philippe Petit, qui sont des gens, David Kopenawa, Indien Yanomami, qui sont des gens qui sont encore au combat, qui sont encore dans cette démarche de liberté d'être soi, d'insoumission par rapport à l'époque, de construction de l'époque d'après. Donc ils ont encore des tas de choses à nous dire. Mais c'est vrai qu'on est dans une époque aujourd'hui qui est beaucoup plus lisse, qui est beaucoup plus consensuelle, qui est beaucoup plus... voilà. On a récemment en France déploré la disparition d'André Glucksmann en ayant bien la sensation qu'avec lui, il y avait une page qui se tournait, même s'il reste évidemment, hier Alain Finkielkraut rentra à l'Académie, même s'il reste des intellectuels, il reste des hommes libres et des femmes évidemment dans le monde, mais on a bien la sensation, c'est pas qu'une sensation parce que c'est une réalité, qu'on est dans une époque beaucoup plus mondialisée et où la pensée contestataire est finalement, dès qu'elle commence à s'exprimer, elle aussi récupérée par le système. Alors qu'on a besoin pour se construire de modèles libres et insoumis. Je pense qu'on a besoin c'est la construction du libre arbitre en fait, de toute façon, dans la construction de la personnalité de chacun, dans la construction du libre arbitre, dans la construction d'un jugement, il faut pouvoir s'inspirer, s'interroger et remettre en question le monde dans lequel on vit. Je me demandais si ça n'avait pas été... Est-ce que ça a été difficile de trouver 18 personnes ou est-ce qu'au contraire il y en avait trop? Non, il y en avait trop. Je me dis, il y a 18 personnes qui m'ont Non, il y en avait trop. Il y en avait trop. Oui. Mais alors après, il y avait ce critère de la liberté et de l'insoumission qui était pour moi primordial. Donc il y a des gens auxquels j'ai pensé immédiatement, comme John Irving. Enfin, je cite ce nom en particulier, qui finalement ne figurait pas dans la liste finale parce que c'est vrai que son œuvre m'a énormément marqué, me marque encore aujourd'hui, mais pas sur des ressorts comme ceux de Basquiat ou de Brel ou de Brassens qui sont dans le livre. Donc ça n'a pas été si difficile. Ce qui a été difficile, c'est de se restreindre. Ouais. Donc il y aura peut-être un tome 2. Alors nous on avait envie de vous proposer parce qu'on n'a pas trouvé de breton. Alors comme on est un peu triste de pas trouver de breton. Pas du tout. Donc pour le tome 2, Audrey, on voulait vous proposer quelques bretons libres et insoumis. Alors bon, Jacques Kerouac, on se l'approprie beaucoup, mais bon, il est quand même américain. Mais son papa était du américain. Voilà. Mac Jacob, Olivier de Kersauzon, Éric Tabarly, Alan Stivell ou Ernest Renan, lesquels vous mettriez dans le tome 2? Écoutez, Renan, déjà, je le cite très souvent, parce que Qu'est-ce qu'une nation, c'est quand même un texte vraiment formidable, et puis il en a écrit d'autres. Max Jacob, j'adore. Éric Tabarly, bien sûr. J'ai signé au Pradet, donc rien à voir avec la Bretagne, dans le sud, et il y a quelqu'un qui m'a reproché justement de ne pas avoir de breton, de navigateur dans mon livre et qui m'a cité Éric Tabarly. Olivier de Kersauzon, oui, pour le coup, est un libre et insoumis, ça c'est sûr. Qui d'autre, vous m'avez dit? Alors, on a dit Simon Kerouac, il est américain. Kersauzon, Tabarly, Alan Stivell. Oui, exact aussi. Et puis, je pense à Yann Kefelec. Oui, il était sur ma liste, mais je l'ai enlevé parce qu'il y avait trop de monde aussi chez Ferme. En tout cas, il faut lire L'homme de ma vie, son dernier livre qui est une splendeur. Bon, super, merci pour le conseil. Et puis, merci à vous. On attend donc le tome 2 avec un breton. Vous reviendrez sur le plateau de l'Instant 2. Merci beaucoup, Audrey Pulvar. Merci à toutes les deux. Merci. Tout de suite, on retrouve Stéphane Leroy pour sa brève de trottoir. Ouais, comment que c'est? Ça gaze avec toi ou quoi? Ouais, bah bien quoi, bien ou bien. Ouais, bon, disons, moi je voudrais d'abord, en tout premier lieu, m'adresser à mes collègues agriculteurs là, pour leur dire, les gars, ça suffit vos conneries maintenant. Ouais, c'est pas tant pour les revendications, tout ça. Moi, je vous laisse mettre, mais les bouchons, à la limite, quand je suis tout seul à écouter le multiplex avec le foot, ça va. Mais l'autre jour, j'étais parti chercher Tissim à Plougada-les-Bois avec ma bourgeoise, et retour, crac, bloqué au pont de Miroise. Et alors là, bon là, c'est là qu'on vous en... Enfin, moi, perso, je vous en ai voulu quand même un peu, parce que 2 heures avec la bourgeoise et Tissim dans la bagnole, je t'explique même pas, d'autant que c'était un jour un peu spécial, quoi. Parce que Tissim, tu sais pas pourquoi, ce gamin est plein de surprises, hein.
Il a entendu que c'était un ministre philistérien Urvoas qui était à la justice. Ah putain, ça lui a fait sa journée. Ah, tu comprends pas, le gamin a dévissé complet, quoi. Et toi, est-ce que tu le connais, Jean-Jacques? Mais je connais pas Jean-Jacques. Mais si, regarde à peu près, il a ton âge, tout ça. Mais il est vachement plus vieux, tout ça. Mais si, t'as dû le connaître et ils disent qu'il est né à Brest. Et toi, t'es bressois, donc tu le connais. Tissim, ça l'a... Pendant 2 heures, Tissim, avec Urvoas, pas, j'en pouvais plus. Je rêvais que d'un truc, c'est qu'on mette un cactus ou autre chose à la ministère de la Justice, mais plus Urvoas, quoi. Putain, alors ça, nom de Dieu. Et derrière, la bourgeoisie a embrayé. Alors là, c'est quand même le temps béni. Non seulement l'ambiance était délétère à cause de Tissim et du fait que ça commençait à me casser les couilles d'attendre devant le pont, mais en plus, la bourgeoise a dit tiens, au fait, j'ai vu Sylvie. Bah, tu sais, Sylvie, quoi, sa copine, bah, l'autre jour... à la manif du crédit mutuel, quoi, du débit mutuel, comme on dit à la maison, quoi. Et Sylvie, bah, elle bosse en agence, elle avait le bonnet, tout le merdier. La bourgeoise était venue la soutenir avec le drapeau, tout le merdier à zinzin. Et alors, elle lui a parlé, bah, tu sais, t'as le temps aussi dans les manifs, hein, parce qu'une fois que t'as dit que, voilà, faut décider au pays, moi, je suis d'accord avec ça, hein. Mais bon, après, tu discutes, quoi. Et là, la Sylvie en question, bah, ça, je la retiens, a commencé à parler de plan financier de placement de je sais pas quoi de mes couilles à la bourgeoise. Et là, elle a été vérifier un peu... le merdier à zinzin. Alors là, j'ai pris plein ma gueule aussi, quoi. Tu vois, les dépenses, tout ça, le bistrot, le resto avec les... Ah, ça, alors là, putain, elle dit, si on veut faire des économies, c'est maintenant qu'il faut y aller, hein. Donc, but du jeu, pris dans les bouchons, Urvoas, j'en peux plus. Et depuis, la bourgeoise, elle tire à museau le long de 15 km parce que le débit mutuel nous a rattrapés. Eh ben, merci. Merci, les producteurs. À part ça, on n'est pas à l'Élysée. Voilà, merci Steven. Et tout de suite, on passe à l'instant môme. Et ce week-end, on se cultive, Aline. Et oui, si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment d'aller faire un tour au musée de Morlaix pour voir l'expo Jacques Villeglé. Jacques Villeglé, c'est un artiste qui est connu pour ses œuvres à base d'affiches lacérées qu'il allait récupérer dans la rue. Il récupérait quelques mots comme ça, quelquefois un peu rebelles et insoumis. Libre. Libre. Alors esthétiquement, c'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. Et puis il y a un côté ludique qui plaît beaucoup aux enfants en général. Et puis surtout, au musée de Morlaix, il faut savoir qu'on offre aux enfants à l'entrée un petit livret-jeu qui leur permet de suivre l'expo avec nous les parents, mais à leur rythme. D'autant plus que cette fois, les œuvres sont tournées vers le thème des lettres et des chiffres, donc ça permet un support un peu plus concret pour observer et pour en parler avec les enfants, pour faire des petits jeux avec eux. Et pour info, au musée de Morlaix, pendant les vacances qui ne vont pas tarder, le musée propose un atelier sur plusieurs jours avec une musicienne pendant lequel les enfants vont créer une vraie bande sonore à partir donc de cette exposition de Jacques Villeglé. Appelez-les vite parce que les places sont limitées. D'accord, d'accord. Bon, alors après avoir cultivé son esprit, on va aller cultiver la terre. Tout à fait. La cultiver pas vraiment, mais regardez en tout cas. Si vous êtes plutôt campagne, il existe un endroit à ne pas rater surtout. C'est à Plougastel d'Aoulas et ça s'appelle la ferme de Gwen. Alors comme son nom l'indique, c'est une ferme et c'est chez Gwen. Et Gwen, c'est un petit bout de femme vraiment dynamique et très chaleureuse qui propose plein de choses à faire avec les enfants dans sa ferme. Elle le dit elle-même, de toute façon, tout ce qui compte, c'est les enfants. Donc, on peut faire des balades à poney. Elle a également mis en place des sentiers pédagogiques où elle va expliquer le fonctionnement de la ferme avec le rythme des saisons, les légumes, les fruits, ce qui pousse, les bêtes à nourrir, leur rythme. Enfin, c'est vraiment passionnant. Et puis, elle adapte son langage à chaque fois à l'âge des enfants. Donc, ça vaut vraiment le coup d'y faire un tour. Elle fait partie du réseau Bienvenue à la ferme. Et on peut aussi, si on veut passer un peu plus de temps, dormir sur place et faire des séjours à la ferme en famille. Voilà, on va vivre à ce rythme-là et elle va faire des bons petits plats avec les légumes et les fruits et la viande de chez elle. C'est donc la ferme de Gwen. Il faut appeler pour prendre rendez-vous avec elle. À Plougastel d'Aoulas. Et vous avez déjà, Aline, quelques idées pour les vacances? Oui, il y en a beaucoup. Il y a plein de choses qui se préparent là dans le Finistère pour les vacances avec les enfants. Bon, donc il est temps de prévoir les stages, les ateliers qu'on va faire avec eux. Mais j'ai sélectionné 2 thèmes. Les petits artistes. Du côté des artistes, les musées assurent vraiment bien. Et ça, ils sont très très forts là-dessus en faisant des ateliers pour tous les âges. Donc du son, on l'a dit, au musée de Morlaix, des couronnes et des collages au musée des Beaux-Arts de Quimper, des peintures et grandes nouveautés, des jeux en famille avec des visites familiales au musée de Brest, au musée des Beaux-Arts de Brest. Les ateliers ne sont pas en reste non plus à l'île Tudy, puisque l'atelier CEAPC propose aussi des stages, alors carrément de 2 à 3 jours là, pour différents âges. On pourra faire de la BD, de l'architecture, de la soudure, de la photo,
et même des ateliers d'art en famille et en breton. Génial, donc ça c'est à l'île Tudy. Ça, c'est à l'île Tudy. Et puis pour ceux qui aiment la mer, puisqu'on est à l'île Tudy, on en profite. Voilà, on en profite. Pour ceux qui aiment la mer, et ça tombe bien, les Finistériens en général, ils ont un petit faible pour la mer. Faudra alors peut-être attendre un peu avant d'aller se baigner, à moins qu'on choisisse de faire des stages de natation à la piscine Aquasud à Pont-l'Abbé, par exemple. Et puis bien sûr, le musée de la pêche à Concarneau et le port musée de Douarnenez nous ont concocté un super programme avec des visites familiales, mais aussi des ateliers de bricolage marin, des ateliers matelotage, des chasses au trésor, des rendez-vous pour les 0-3 ans, et bien sûr, pour les Brestois, on peut aller faire un tour à Océanopolis. Bien évidemment, qui réouvre après la fermeture du mois de janvier. Merci beaucoup, Aline. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et nous, on se retrouve lundi, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez un excellent week-end sur TBO. Ciao.